L'accident a eu lieu le jour, à la campagne, sur une route à double sens de circulation. Le conducteur de la voiture blanche ne s'est pas arrêté au stop et a heurté la voiture rouge côté arrière gauche. Qu'est-ce qui peut être mis en cause dans cette situation? L'utilisation du téléphone portable et le non-respect de la signalisation. Il n'y a pas dans ce cas une volonté délibérée d'enfreindre les règles de priorité. L'inattention du conducteur est due essentiellement à sa conversation au téléphone, qui le projette dans une autre réalité que celle de la conduite. Les coups d'œil fréquents jetés sur la carte routière le distraient aussi de sa conduite. Le facteur non-respect des règles est présent dans la plupart des accidents de la route, puisqu'il s'agit du non-respect de la signalisation et de la réglementation. Pourquoi le non-respect des règles peut-il être mortel? La route est un lieu public, c'est-à-dire que je ne suis pas chez moi quand j'utilise ma voiture et que je décide de me déplacer. Conduire, c'est admettre que je suis invité à partager la route avec les autres et que je suis tenu de laisser l'endroit tel que je l'ai trouvé, sans cadavre ni blessé, ni tôle froissée. Quand un individu décide de griller un stop ou un feu rouge, de commettre des excès de vitesse ou de prendre des risques, il sait, même inconsciemment, que non seulement il met sa vie en danger, mais celle des autres aussi. On se demande toujours pourquoi les gens sont dangereux, quand ils sont dangereux. On se demande pourquoi ils ne respectent pas le code de la route quand ils violent les règles du code de la route. Et j'ai proposé que pour une fois, on se pose la question dans le sens inverse. Qu'on se demande pourquoi les gens sont prudents quand ils sont prudents. Pourquoi les gens respectent les règles quand ils le font. S'il y a une règle, c'est pour ça correspond à un niveau de danger, et donc je respecte la règle parce qu'elle est fondée, et je ne veux pas mourir sur la route, donc je respecte la règle. Les hommes ont un discours plutôt, on va dire, de type scientifique, rationnel. Quand vous posez la même question aux femmes, soit elles ont ce type de réponse, effectivement aussi, bien sûr, que la règle est fondée, mais bien plus souvent vient chez elles l'idée que je suis prudente et je respecte la règle pour ne pas risquer de blesser autrui, pour ne pas risquer de faire du mal à autrui. En cas de choc, à vitesse élevée, la ceinture et le coussin gonflable protègent les organes dans le corps. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Lors d'un accident de la route, le corps humain peut subir des chocs contre l'habitacle qui provoquent des plaies et des traumatismes. Mais même en dehors de cela, le corps subit une décélération très brutale qui se répercute sur les organes tels que le cerveau, la rate, le cœur, le foie, qui ne sont retenus par rien du tout. Leur poids est démultiplié par la vitesse, ce qui peut provoquer des hémorragies internes mortelles. Réponse B. Dire que la route est un lieu public signifie que la route est réservée aux voitures, réponse A, qu'on doit la partager avec les autres, réponse B, que des règles sont à respecter, réponse C. La route est un lieu public. Cela veut dire que tout le monde peut se déplacer sur la route. Des piétons aux poids lourds, des enfants aux personnes âgées. En dehors des autoroutes, il existe peu d'endroits réservés à la circulation des véhicules à moteur de puissances différentes et dont les conducteurs n'ont pas les mêmes exigences. Pour éviter les accidents, la route doit être partagée avec les autres en respectant les règles du code. Réponse B et C. Téléphoner en conduisant peut réduire la vigilance, oui, réponse A, non, réponse B, le temps de réaction, oui, réponse C, non, réponse D. Sonnerie du téléphone, prise de communication, numérotation, conversation absorbent l'attention du conducteur. Sa vigilance est réduite et son temps de réaction plus long. Pour privilégier la conduite, il ne faut jamais appeler en conduisant
mais choisir de s'arrêter sans risque. Il faut utiliser la messagerie ou laisser un passager répondre. Réponse A, aider. Lorsqu'on conduit, on doit être sans cesse à la recherche d'indices. Il y a ceux qu'on connaît et ceux qu'on doit deviner ou imaginer. Dès qu'on a perçu un panneau de danger au loin, même sans avoir pu lire le symbole, on sait déjà qu'on va devoir ralentir. C'est un indice qui impose un comportement. De même que des feux stop qui s'allument, par exemple. Mais quand on conduit, tout n'est pas signalé. Tout ne passe pas par des avertissements. Il faut alors être vigilant et anticiper. C'est-à-dire prévoir qu'il peut se produire quelque chose d'inattendu, parce que la visibilité est nulle à une intersection, par exemple, ou qu'un véhicule peut déboucher devant moi, etc. Des petites astuces permettent d'éviter l'accident en gagnant quelques fractions de seconde, quelques mètres. Souvent, il suffit de réduire la vitesse, on met le pied face au frein pour gagner du temps à l'approche d'une zone dangereuse, de bien se placer sur la chaussée et garder en tête que face à un imprévu, on peut parfois changer de trajectoire, de communiquer avec klaxon, clignotant ou feu. Le danger le plus important est à rechercher en A, B, C ou D. Dans ce carrefour à l'indonésienne, je suis placé pour tourner à gauche. Ce camion masque partiellement la circulation en face. C'est en A que le danger est le plus important. Je patiente avant de tourner. Réponse A. Je traverse l'intersection maintenant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention à ne pas prendre une décision trop hâtivement. 2 contrôles valent mieux qu'un. Un cycliste dissimulé partiellement par le montant droit du véhicule va traverser l'intersection. Il suffit parfois d'un quart de seconde d'inattention pour qu'un accident survienne. Réponse B. Je dépasse par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Plusieurs indices doivent retenir mon attention. Des places de stationnement existent à gauche de la chaussée. Ce conducteur a mis son clignotant gauche. Il freine. Il approche d'un passage pour piétons et d'une intersection. Je dois penser qu'une personne s'est peut-être engagée dans la traversée de la rue. Je ne dépasse pas par la droite. Réponse B. Je vais à droite. Je tourne immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est difficile de connaître les intentions du cycliste qui s'est glissé entre la bordure du trottoir et mon véhicule. Il devrait normalement tourner à droite. Pour éviter un incident, je suis attentif à son comportement avant de m'engager. Réponse B.
Je vais à droite. Je laisse passer le tracteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après avoir évalué la vitesse du tracteur, je peux estimer que j'ai le temps de m'engager avant lui pour tourner à droite. Mais je dois tenir compte de son gabarit qui masque la visibilité derrière lui. Une voiture s'est lancée dans un dépassement. Je laisse passer le tracteur. Réponse A. Un accident corporel de la route provoque au moins une victime, c'est-à-dire un individu blessé léger, ou blessé grave, ou tué. Lorsqu'on est impliqué indemne, c'est-à-dire sans blessure, dans un accident corporel, ou qu'on arrive le premier sur les lieux d'un accident, on est tenu d'apporter son aide aux blessés. Sinon, on commet un délit de non-assistance à personne en péril, qui est puni d'une très forte amende et d'un emprisonnement. La première chose à faire lorsqu'un accident vient de se produire, c'est de baliser les lieux pour éviter un second accident plus grave. On allume les feux de détresse pour attirer l'attention. Le triangle de présignalisation doit être visible le plus tôt possible par les véhicules arrivant sur les lieux de l'accident et il doit être placé suffisamment en retrait de l'accident pour alerter les autres usagers. La nuit, il faut, si possible, éclairer l'accident avec les feux d'un véhicule placé sur l'accotement, perpendiculairement à la chaussée, et utiliser tous les signaux pouvant attirer l'attention. On peut aussi poster à 200 mètres dans les deux sens une personne qui fera des signaux de ralentissement avec une lampe électrique ou un linge blanc. Les personnes intervenant sur les lieux d'un accident doivent être munies d'un gilet de haute visibilité afin d'assurer leur propre protection. Après avoir protégé les lieux, il faut donner l'alerte par le moyen le plus rapide. Un téléphone public ou privé, une borne d'appel d'urgence se trouvant tous les 2 km sur les autoroutes et sur certaines autres routes. Le numéro figurant sur la borne permet de localiser la provenance de l'appel. Ces bornes mettent en relation avec la gendarmerie. Qui doit-on prévenir? Le SAMU ou le SMUR au 15, ou la police ou la gendarmerie au 17, ou les pompiers au 18, ou le 112 à partir d'un téléphone portable. Ce numéro est valable dans toute l'Union européenne. Tous ces appels sont gratuits. Et quel est le message à donner? Le lieu de l'appel, le lieu exact où s'est produit l'accident, le nombre de véhicules accidentés, bien sûr le nombre et l'état des blessés en précisant s'ils sont prisonniers ou non dans les véhicules. Les observations particulières, par exemple l'implication d'un poids lourd transportant des matières dangereuses, un véhicule en flammes, un risque d'immersion, etc. Dans quelques pays d'Europe, l'obtention du permis de conduire va de pair avec l'obtention d'une attestation de formation aux premiers secours. Un des efforts qu'on pourrait faire, c'est sûrement d'apporter une compétence de secourisme de base à l'ensemble des jeunes conducteurs, de façon à ce qu'ils soient en mesure d'avoir des gestes utiles pour apporter un secours dans les premiers instants d'un accident. On s'aperçoit aujourd'hui que quelques vies échappent par le manque de compétences ou le manque de sang-froid dans ces instants souvent déterminants. Ne jamais déplacer un blessé ou essayer de l'extraire du véhicule, sauf pour le protéger d'un danger imminent tel que l'explosion ou l'incendie de la voiture. Une erreur classique consiste à donner à boire à un blessé. Cela doit pourtant être évité. Si le blessé doit être opéré rapidement, il est nécessaire que son estomac soit vide. Ne jamais retirer le casque d'un motard, car en cas de fracture, cela pourrait lui être fatal. En revanche, on peut détacher la ceinture d'un blessé, desserrer ses vêtements,
le couvrir, parce qu'un blessé en état de choc a toujours froid, comprimer toute hémorragie, et surtout, le réconforter, lui parler pour le rassurer. Ce sont des gestes inadaptés ou bien l'absence de gestes de survie qui aggrave souvent la situation de l'accidenté. Sans être secouriste, il est possible d'apprécier l'état des victimes en vérifiant les 3 fonctions vitales: conscience, respiration, circulation du sang. Pour cela, il est nécessaire d'être calme, de ne pas céder à la panique. Pour savoir si la victime est consciente, il suffit de poser des questions ou de donner des ordres simples. Comment ça va? Vous m'entendez? Serrez-moi la main. Pour savoir si elle respire, on pose la main sur son ventre ou on écoute le souffle de la victime. Pour la circulation du sang, on recherche le pouls et on compte les battements de cœur, en moyenne de 65 à 80 pulsations par minute. Si ce mini-bilan peut être fait lors de l'alerte, les secours pourront s'organiser en fonction de l'état des victimes. Les triangles de présignalisation les mieux placés sont les triangles 1, réponse A, 2, réponse B, 3, réponse C, 4, réponse D. Il faut faire preuve de bon sens et choisir de placer le triangle sur la route de telle sorte que les automobilistes ne soient pas pris de court en le découvrant au dernier moment. Le triangle doit alerter les autres usagers et les forcer à ralentir. Réponse A et D. Il ne faut pas donner à boire à un blessé grave parce que s'il faut l'opérer, son estomac doit être vide. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Un blessé grave, qu'il soit conscient ou non, ne doit pas absorber de l'eau ou toute autre boisson. S'il doit être opéré rapidement, il faut effectivement que son estomac soit vide. Réponse A. Beaucoup d'accidents ne provoquent, heureusement, que des dégâts matériels. Dans ce cas, il faut dégager la chaussée pour ne pas perturber la circulation, puis remplir le constat amiable. Celui-ci permet d'accélérer le travail des assureurs et le remboursement des indemnités auxquelles les assurés ont droit. Je suppose que vous n'en avez pas. La signature du constat engage personnellement et définitivement son auteur. Il n'est pas possible de revenir sur les déclarations après séparation des feuillets. Sinon, je ne serais pas rentré dedans. Hein. En cas de désaccord sur les informations données par l'autre conducteur, il n'y a pas d'obligation de signer le constat. Mais Je ne signe pas ce constat. Bah, vous êtes vraiment Il est quelqu'un de préférable mauvaise alors foi, d'avoir des témoins et de prendre leur nom et leur adresse. Vous voulez bien témoigner, s'il vous plaît? On va aller faire un constat un peu plus loin. Vraiment, vous pourriez vraiment faire attention. Et en plus, vous êtes vraiment désagréable. Dans l'hypothèse où l'autre conducteur refuserait de remplir le constat, Sortez-le, votre constat! il faut avoir le réflexe de relever le numéro d'immatriculation du véhicule, si possible le nom de la personne, les coordonnées des éventuels témoins, et avertir immédiatement l'assureur. Le constat amiable est un document pratique qu'il est préférable de connaître avant qu'un accident matériel ne survienne. On a ainsi davantage d'énergie et d'attention à consacrer aux causes de l'accident. Le recto du constat amiable contient 2 parties. L'une est administrative et comporte des renseignements généraux qui nécessitent d'avoir avec soi permis de conduire, carte grise et assurance. L'autre porte directement sur les circonstances de l'accident. La partie 13, croquis de l'accident, est essentielle. Il faut dessiner le tracé des voies, indiquer par des flèches les directions des véhicules A et B. A ou B correspondent à l'un ou l'autre des véhicules sans identification d'un véhicule responsable.
Préciser la position des véhicules au moment du choc. Noter les signaux routiers. Enfin, écrire le nom des rues. La partie 10, indiquée par une flèche le point de choc initial, est importante pour déterminer les responsabilités. La flèche ne doit pas représenter les dégâts, mais l'emplacement du premier choc subi par les véhicules A et B. La colonne centrale 12, circonstances, et ses 17 cas est capitale. Chaque mot a un sens unique. Aucune interprétation ne doit être faite. Autant dire qu'il vaut mieux avoir lu les 17 cas pour ne pas être surpris par le type de renseignement demandé. Pour simplifier les choses, dans le cas que nous étudions, le véhicule bleu correspond à la partie bleue, A, du constat, et le véhicule jaune à la partie jaune, B. S'engageait sur une place à sens giratoire. Non, les deux voitures roulaient déjà sur le rond-point. Roulaient sur une place à sens giratoire. Oui, les véhicules A et B roulaient tous les deux sur le rond-point. Il faut donc cocher la case 7 pour A et B. Changeait de fil. La voiture B changeait effectivement de fil quand l'accident a eu lieu. Il faut cocher cette case numéro 10 pour B. Virer à droite. Les voitures A et B tournaient effectivement à droite. Il faut cocher cette case numéro 12 pour les deux conducteurs. Ensuite, il faut indiquer le nombre de cases marquées d'une croix. Un total de 2 pour A et de 3 pour B. La partie 14, mes observations, permet de préciser certains points. Si B, par exemple, ne veut pas cocher la case 10, on note « Le véhicule B sortait du rond-point ». Après avoir rempli les circonstances de l'accident, il reste à renseigner la partie administrative des deux conducteurs. La partie 6, nom et adresse de l'assuré. La partie 7, concernant le véhicule, à remplir à partir de la carte grise. La partie 8, à remplir en s'aidant de l'attestation d'assurance. La partie 9, qui donne le nom et l'adresse du conducteur qui peut être différent de celui de l'assuré, ainsi que le numéro du permis de conduire. Dans la partie 15, ne surtout pas oublier de signer et vérifier que l'autre conducteur a bien signé lui aussi. Quelques conseils à retenir. Un constat doit toujours être rempli sur place. Ne jamais accepter un